Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la maladie de Behçet de l'enfant et on va tout d'abord comprendre ou essayer de comprendre et ensuite, je vais vous donner quelques pistes pour accompagner votre enfant. Alors, tout d'abord, comprendre. La maladie de Behçet, qu'est-ce que c'est? C'est assez compliqué à expliquer. Ce que l'on pense, en tout cas actuellement, c'est que cette maladie, elle vient en conséquence d'une réponse excessive, anormale du système immunitaire. Le système immunitaire, c'est ce qui nous sert à nous défendre, en particulier contre les infections. Et ce système, il va réagir d'une façon excessive vis-à-vis d'une agression. Alors cette agression, on ne la connaît pas bien, ça peut être un microbe, ça peut être toute autre chose. Et bien entendu, la nature donc reste indéterminée. Alors, ce que l'on pense, et on a des pistes quand même, c'est que l'agression en question, elle est probablement localisée au niveau du tube digestif et particulièrement au niveau de la bouche, parce que vous savez bien que le premier symptôme de la maladie de Behçet, c'est très souvent des aftes. Et ces aftes, en tout cas au cours de la maladie de Behçet pédiatrique, c'est le premier symptôme et au cours de l'évolution, ces aftes sont présents chez 100% des patients. Ça reste donc un signe majeur qui laisse penser que la porte d'entrée est à ce niveau. Et une fois qu'effectivement la maladie est rentrée, et peut-être par la bouche, eh bien, elle va potentiellement attaquer tous les vaisseaux, que ce soit des veines, que ce soit des artères, et quelle que soit la dimension du vaisseau. Et on sait très bien qu'au cours de cette maladie, on peut avoir des petits vaisseaux de la peau, et donc ça va ressembler à des boutons, comme des boutons d'acné, mais ça peut aussi être des gros vaisseaux, en particulier comme l'artère pulmonaire. Donc pourquoi la maladie s'appelle maladie de Behçet? Eh bien en fait c'est un nom d'origine turque et c'est finalement le nom du dermatologue qui pour la première fois a parlé de cette maladie de manière vraiment bien construite. Alors, après, la question que l'on peut se poser, parce qu'on a besoin de reconnaître la maladie, c'est quels sont les signes les plus fréquents de la maladie de Behçet? Alors, il faut savoir que ces signes, bien sûr, il y a des signes qui sont tout à fait majeurs, mais que la fréquence de ces signes va pouvoir varier en fonction du pays où la maladie est observée. C'est une maladie en France qui est considérée comme une maladie rare, et vous voyez qu'on est à peu près à 7 pour 100 000 patients, mais la France arrive quand même au 10e rang des pays où on va rencontrer la maladie de Behçet. Les pays qui ont la plus forte prévalence, là où la maladie est la plus fréquente, ce sont essentiellement des pays comme la Turquie, le Moyen-Orient, mais également au niveau du Japon. Voilà, donc ça c'est vraiment les pays où la maladie de Behçet est la plus fréquente, mais on retrouve cette maladie non rarement également en France. Alors vous avez ici un petit tableau qui représente finalement les signes majeurs de la maladie et vous voyez qu'il n'y a pas non plus des différences qui sont très notables entre finalement la fréquence de ces signes chez l'enfant et chez l'adulte et on retrouve, vous voyez en première ligne, les aftes buccaux, les ulcérations au niveau des parties génitales, les signes au niveau de la peau, en particulier ces boutons d'acné dont on a parlé, qui sont très souvent au niveau des jambes et au niveau des fesses, qui peuvent prendre un aspect un petit peu purulent. Également la teinte des yeux, c'est essentiellement une inflammation au niveau des yeux qui peut être plus ou moins sévère, mais qui peut aussi, si elle n'est pas traitée précocement, évoluer vers la cécité. L'atteinte des articulations, qui est quand même rarement au premier plan, même si les patients qui ont la maladie de Behçet disent souvent avoir des douleurs partout, il est très rare qu'ils aient d'authentiques arthrites, j'entends par là des articulations qui gonflent et qui s'enraidissent. L'atteinte digestive, en tout cas chez les enfants, il y a très fréquemment des douleurs au ventre, mais ce sont des douleurs qui restent isolées et on a quand même très rarement des colites à proprement parler, c'est-à-dire des patients qui auraient une grosse diarrhée avec du sang, tout ça. Donc ça reste quand même très souvent des douleurs au ventre isolées, mais qui sont assez fréquentes. Donc quand on parle d'atteinte digestive, elle reste quand même relativement modérée. L'atteinte des vaisseaux, ça, vous la connaissez bien, elle est très importante parce qu'elle a un poids important sur le pronostic de la maladie et ce sont essentiellement des thromboses, c'est-à-dire des vaisseaux qui vont se boucher
parce que dans cette maladie, il y a une propension à ce que les vaisseaux se bouchent. On ne sait pas exactement pourquoi. Bien entendu, l'inflammation joue un rôle important, mais il y a peut-être aussi des propriétés au niveau du vaisseau qui sont changées et qui font que ces vaisseaux vont se boucher. Et donc, c'est quelque chose qui est important. Et l'aspect le plus important, ce sont les phlébites, c'est-à-dire c'est des veines au niveau très souvent des membres inférieurs, des jambes qui vont se boucher. Et puis après, il y a des atteintes beaucoup plus rares, en particulier des atteintes urologiques, et qui parfois d'ailleurs sont secondaires finalement à l'aphthose génitale, parce que quand il y a beaucoup d'aphthe dans les parties génitales, il peut y avoir des surinfections et par contiguïté, une inflammation effectivement au niveau des organes génitaux externes. Alors, une question qu'on se pose, alors vous avez vu qu'en termes de signes, la maladie chez l'enfant, elle n'est pas très différente de celle de l'adulte. Et là, je me permets, là, sur cette diapositive, de vous montrer un petit peu les âges auxquels la maladie va commencer chez l'enfant. Et là, c'est une étude qui était une étude déjà à large échelle, parce qu'il y avait quand même pas mal de patients. Et vous voyez que le premier symptôme, ça peut être quand même tôt dans la vie. Et l'âge moyen, c'était autour de 8 ans. Alors, plus ou moins 4 ans, ça veut dire qu'il y a même des enfants qui vont commencer beaucoup plus tôt. Alors, ce que l'on voit aussi sur cette diapositive, c'est que en termes de sexe ratio, on a autant de filles que de garçons qui sont touchés. Même si pendant très longtemps, on a pensé que la maladie était plus fréquente chez les hommes que chez les femmes, en tout cas en pédiatrie, ce n'est pas du tout vérifié. Et finalement, les filles sont autant touchées que les garçons. L'autre élément qui est important en pédiatrie, c'est qu'il y a très souvent d'autres membres de la famille qui sont atteints. Et bien entendu, plus cette maladie va commencer tôt et plus on va avoir de cas familiaux, ce qui veut donc dire qu'il y a un facteur génétique en pédiatrie qui est important et on y reviendra. L'autre information importante que nous donne ce tableau, c'est que vous voyez qu'entre le premier symptôme et finalement la reconnaissance de la maladie, le moment où on pose le diagnostic, il y a pas mal de temps. Et là, vous voyez qu'on est à pratiquement 4-5 ans entre le premier symptôme et le diagnostic. Et le problème, c'est que très souvent, en pédiatrie, effectivement, la maladie, ça va commencer par des aphtes. Ça peut rester quelque chose d'assez banal, puisque finalement, 20% de la population générale peut avoir des aphtes, et particulièrement les enfants. Donc, ça ne va pas attirer forcément l'attention. Et il va falloir attendre que soit les aphtes deviennent permanents, augmentent en intensité, ou alors qu'il y ait d'autres signes qui s'ajoutent pour que finalement on puisse penser à ce diagnostic qui reste bien entendu une maladie tout à fait exceptionnelle à l'âge pédiatrique. Et c'est donc ce qui explique que le diagnostic est reconnu souvent tard après le premier symptôme. Alors, puisque on parle de maladie de Behçet chez l'enfant, eh bien, on va parler bien sûr des aphtes, comme je vous ai dit, qui sont finalement une entité qui est importante à reconnaître parce que parfois on appelle aphtes des choses qui ne sont pas des aphtes. Et donc en tant que parent, si on veut consulter, voir un docteur parce que mon enfant a des aphtes, il faut savoir reconnaître cette entité. Et vous voyez que là, je vous ai montré une jolie photo. Et vous voyez qu'un aphte, ça ressemble à quelque chose qui creuse un petit peu. Il y a un enduit blanc. Et autour, vous voyez qu'il y a un petit peu de la rougeur. Il y a un halo inflammatoire. Donc ça a vraiment cet aspect un petit peu typique. Et très souvent, c'est au niveau des lèvres, au niveau des gencives. Ça peut être aussi à l'intérieur de la bouche, sur les joues, sur la langue. Parfois, quand c'est plus important, ça peut être au fond de la gorge. Mais il y a beaucoup de choses qui ressemblent à des aphtes et qui ne sont pas des aphtes. Donc c'est important, avant de consulter pour des aphtes, qu'on soit sûr qu'effectivement c'est ça. Et maintenant, on a tous des appareils photo, donc ce n'est pas très compliqué de prendre des photos et d'être sûr qu'on consulte effectivement pour cela. Alors bien sûr, ce qui va attirer l'attention, c'est s'il y a une aggravation dans le temps et que parfois on voit des enfants qui ont des aphtes en permanence et ça, ce n'est pas du tout normal. Alors ce qu'il faut savoir également, c'est qu'au cours de ces poussées d'aphtes, il peut y avoir de la fièvre, particulièrement chez les enfants. Et soit on a juste des aphtes avec de la fièvre, c'est isolé, soit on est dans une séquence que nous on appelle PFAPA pour dire fièvre périodique avec aphte, pharyngite et ganglion. Alors, c'est une entité qui est décrite un petit peu séparément et qui n'évolue pas dans la majeure partie des cas, dans la majorité des cas, avec un diagnostic de maladie de Behçet, mais dans le passé des personnes qui ont maladie de Behçet, on peut retrouver assez fréquemment cette séquence. Donc ça, quand même, ça peut attirer l'attention. Et puis, ce qui est important aussi à considérer chez les enfants, c'est que maintenant,
avec les progrès, en particulier de la génétique, on peut faire du séquençage de haut débit, c'est-à-dire qu'on peut aller regarder beaucoup plus loin et beaucoup plus en profondeur dans le patrimoine génétique, eh bien, on a un tas d'entités, de maladies qui vont mimer la maladie de Behçet, c'est-à-dire où les patients, les enfants, vont avoir des signes qui sont partagés avec la maladie de Behçet, mais en fait qui recouvrent un mécanisme différent. Et donc, plus l'enfant va être jeune, plus il va y avoir des cas familiaux et plus on va devoir chercher ces causes génétiques parce que, bien sûr, elles peuvent avoir un traitement propre qui peut être différent de celui de la maladie de Behçet. Donc ça, c'est quelque chose qui est important et auquel on doit penser chez tout enfant qui a une maladie de Behçet et particulièrement si la maladie commence tôt dans la vie, avant l'âge de 8 ans. Donc ça, c'est important. L'autre élément aussi, c'est que tous ces Behçet-là, qui ressemblent un petit peu à du Behçet, très souvent, il y a beaucoup de signes digestifs. Et en particulier des signes qui sont importants. Donc si on a quelque chose qui ressemble à un Behçet, mais qu'on a une diarrhée chronique, du sang dans les selles, ça a beaucoup de chances d'être quelque chose qui ressemble à une maladie de Behçet, mais qui n'est pas une maladie de Behçet, et ça incite à faire des études génétiques. Donc voilà un petit peu pour la partie la plus générale, pour essayer d'expliquer un petit peu la maladie et ses particularités chez l'enfant. Et maintenant, on va parler probablement de ce qui est le plus important pour vous, c'est accompagner. Donc premièrement, les aftes. Alors, on peut se dire, comment je peux éviter d'en avoir? Parce qu'effectivement, bon, la maladie de Behçet, ça donne une prédisposition, c'est un signe important de la maladie, mais on connaît aussi des choses qui peuvent les aggraver ou les faire venir. Alors, et ces aftes, bien sûr, on n'a pas envie qu'ils viennent parce que très souvent, ils sont douloureux, ça peut gêner l'alimentation, ça peut gêner la vie sociale, ça peut gêner, quand il s'agit d'aftes génitaux, ben, ça peut gêner aussi l'habillement. Donc, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de voir arriver et que les patients redoutent de façon importante. Alors, parmi les facteurs favorisants, ce qu'on connaît, ce sont les traumatismes, et en particulier même des traumatismes minimes. Une éraflure, une brosse à dents un peu trop dure, un brossage un peu trop énergique, ça peut favoriser la survenue d'aftes. Et au niveau génital, les vêtements trop serrés, le port de string, tout ça, ce sont des micro-traumatismes qui peuvent favoriser la survenue des aftes. La plaque dentaire, donc bien entendu, il faut avoir une hygiène buccale importante. Et bien entendu, il n'est pas ici question de pointer les patients qui ont une maladie de Behçet comme ayant tous une hygiène défectueuse. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut avoir une hygiène bucco-dentaire importante. Donc de ne pas oublier le brossage des dents, bien sûr, le brossage de la langue, parce que c'est là qu'il y a une pullulation de microbes qui peuvent entretenir la plaque dentaire. Le fil dentaire, c'est encore mieux. Et si on peut aller une fois par an faire un détartrage, là aussi, ça peut éviter la prolifération de la plaque dentaire et donc la survenue d'aftes. On connaît également certains aliments qui peuvent déclencher la survenue d'aftes, en particulier les noix, les épices, les sodas, tout ce qui est trop acide, le citron. Et chez les enfants, bien sûr, l'excès de bonbons, hein, ce n'est pas quelque chose qui est bien. Hein, parce que ça augmente l'acidité dans la bouche et ça peut favoriser la survenue d'aftes. Donc voilà des éléments qui sont importants et qui peuvent favoriser la survenue d'aftes. Donc c'est à prendre en compte. Et pour les patients qui sont sous traitement, eh bien sûr, prendre régulièrement sa colchicine, ça a un impact sur la survenue des aftes. Et très souvent, les patients reviennent avec des aftes parce qu'ils ne prennent pas régulièrement la colchicine. Donc c'est important, c'est un traitement qui est vraiment un traitement qui peut être efficacement préventif de la survenue des aftes. Alors là, on était dans la prévention, mais maintenant, comment est-ce qu'on va traiter les aftes buccaux dans la maladie de Behçet? Alors, si les aftes ne sont pas très importants, il y a un ou deux éléments, on peut faire un traitement assez ponctuel et on va utiliser essentiellement des antidouleurs locaux. Donc il existe des gels, des solutions, des comprimés à sucer. En pédiatrie, il faut faire attention, et ça le pharmacien vous le dira, qu'un certain nombre de produits sont contre-indiqués avant l'âge de 6 ans. Hein, donc il faut faire attention à ça, respecter les prescriptions en fonction de l'âge de l'enfant. On peut utiliser aussi des traitements anti-inflammatoires locaux à base d'aspirine ou de cortisone. Alors, je ne suis pas là pour vous donner des marques, hein, ce n'est pas l'intérêt, mais c'est des grands principes à appliquer. Et toujours pareil, pour ces traitements anti-inflammatoires locaux, il faut faire attention à l'âge de l'enfant, et en particulier chez ceux qui ont moins de 6 ans. Si maintenant, il y a trop d'aftes à la fois,
ce qui peut être le plus efficace, c'est de donner un traitement à base de cortisone qu'on prend par la bouche, mais sur une durée courte, au maximum 5 jours, parce que ça peut avoir un effet rapide et c'est certainement plus efficace que de traiter ponctuellement trop d'aftes à la fois. Et effectivement, ce qui peut accompagner de manière efficace ce traitement, parce que ça a quand même aussi un effet antalgique, donc contre la douleur, c'est de faire des bains de bouche à base de bicarbonate. Ça, on peut le prescrire assez facilement et ça peut être donné à tout âge. Donc en fait, ça va abaisser l'acidité dans la bouche et ça va avoir un effet calmant. Donc on peut faire ça et en plus la cortisone quand les aftes sont importants. Maintenant, si les récidives sont trop fréquentes, le médecin peut être amené à prescrire un traitement de fond. Le premier, bien sûr, c'est la colchicine. Mais si la colchicine n'est pas suffisante, ce qui est rarement le cas quand elle est prise à dose suffisante et qu'elle est prise régulièrement, il y a d'autres médicaments qui peuvent prendre le relais. Il y a l'apremilast, qui est un traitement maintenant qui est prescrit chez l'adulte et qui va bientôt être à l'étude chez l'enfant. Mais il y a aussi d'autres traitements immunosuppresseurs, mais qui, bien sûr, ont eux-mêmes leurs inconvénients. Donc là, tout va être au cas par cas de savoir s'il y a lieu de prescrire ce traitement, entre guillemets, que pour des aftes. Alors, l'autre élément qui est important, parce que c'est quelque chose qui est difficile à vivre, c'est finalement comment parler des aftes génitaux avec mon adolescent, mon adolescente. Alors bien sûr, au moment du premier épisode, très souvent l'adolescent ou l'adolescente va subir des pensées un petit peu inadaptées qui vont venir soit de ses parents, soit des personnes qui vont être consultées, en particulier est-ce que c'est un herpès génital? Est-ce que c'est une maladie sexuellement transmissible? Donc ça veut dire soit que mon adolescent il a une activité sexuelle ou qu'il a été abusé sexuellement. Et bien entendu, il y a plein de pensées inadaptées autour de ça. Et c'est pourquoi c'est un sujet autour duquel il faut être quand même très prudent et savoir un petit peu comment parler de tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les aftes au cours de la maladie de Behçet, bien sûr, vont siéger au niveau des parties génitales. Chez le garçon, ça peut être au niveau du scrotum, au niveau du pénis. Chez les filles, c'est au niveau surtout des grandes lèvres et des petites lèvres. Et très souvent, comme il y a de l'inflammation, il peut y avoir des pertes et également à proximité la survenue d'une épididymite, en particulier chez le garçon. Mais il peut y avoir des aftes aussi en région périanale et sur la peau qui ont tout à fait la même valeur au niveau du diagnostic. Alors, c'est un discours qui est un petit peu délicat et moi, je l'intègre dès le début, dès les premières consultations, la possibilité qu'il puisse y avoir des aftes au niveau des parties génitales au cours de la maladie. Et il faut bien sûr qu'il y ait une réassurance pour que le jeune enfant, l'adolescent, puisse en parler quand ils surviennent et également que leur dire que ce n'est pas une honte, que ce n'est pas de la saleté, on sait très bien que c'est lié à la maladie et donc il faut vraiment qu'il puisse y avoir un discours un petit peu libre vis-à-vis de ça et bien sûr ça va pouvoir faciliter un climat de confiance vis-à-vis des parents, vis-à-vis du médecin et bien entendu faciliter le suivi et les traitements. Et parce qu'on sait également que l'impact psychologique, comme on a dit, peut être important, mais aussi ça peut être une cause d'absentéisme scolaire, parce que quand l'aftose est importante, eh bien, les vêtements sont irritants et bien sûr, ça peut être compliqué d'aller à l'école, d'aller au collège. Donc, il faut bien sûr demander au pédiatre un protocole de traitement, mais aussi il faut qu'il y ait un protocole d'accueil individualisé pour expliquer les absences scolaires, pour qu'effectivement il n'y ait pas une stigmatisation de l'enfant par le corps enseignant. Et quand c'est nécessaire, quand l'impact psychologique est trop important, eh bien, il faut effectivement que l'enfant puisse être adressé à un psychologue. Alors, comment traiter les aftes génitaux dans la maladie de Behçet? Eh bien, on peut utiliser des anesthésiques locaux. Ce qui peut aussi beaucoup aider, parce que quand les aftes sont importants, eh bien, ça peut gêner, bien sûr, l'urine. Et donc, le patient peut être gêné pour uriner. Et dans ces cas-là, on peut appliquer localement de la vaseline pour limiter les brûlures au moment d'émiction. On peut également proposer des bains de siège antiseptiques
Et bien entendu, il faut absolument éviter toute toilette avec des savons acides. Donc il faut utiliser des produits qui ont un pH neutre pour limiter effectivement les brûlures, les irritations, mais aussi la colonisation éventuellement par des champignons, parce que ça peut se surinfecter très facilement. Et puis, bien sûr, le patient peut être aidé avec des antalgiques. Donc on peut donner des antalgiques de palier 2, un petit peu plus forts que le Doliprane, avec de la codéine, qui peuvent également mieux aider à soulager la douleur et éviter tout frottement. C'est-à-dire que pendant toute cette période, eh bien, l'enfant, l'adolescent peut rester à la maison pour éviter tout contact avec les lésions. Alors évidemment, quand la phthose génitale devient trop importante, trop permanente, à ce moment-là, ça peut nécessiter un traitement de fond, très souvent, là aussi, à base d'immunosuppresseurs. Alors bien entendu, moi j'ai fait le choix de questions à la place des patients et j'espère que j'ai pris les bonnes questions, mais il y en a une qui me semblait importante parce qu'il y a une incidence pratique et qu'on connaît la gravité des complications oculaires, c'est comment reconnaître que mon enfant développe une complication oculaire. Alors, et bien entendu, quand on sait ça, eh bien, ce sont des signes, et les signes que je vais vous donner, qui vont vous inciter à consulter rapidement un ophtalmologiste, parce que parfois, consulter un non-ophtalmologiste, ça va vous faire perdre du temps. Donc, il vaut mieux reconnaître ces symptômes. Alors, la première chose, c'est si votre enfant a l'œil rouge. Alors, on peut avoir l'œil rouge de manière très banale parce qu'on a une conjonctivite. Et dans ces cas-là, on a les yeux collés, l'enfant va se frotter les yeux, très souvent les deux yeux seront atteints, mais en aucun cas, l'œil sera douloureux. Donc, ce qui doit vraiment vous attirer l'attention, c'est si l'œil est douloureux et si en plus l'enfant est gêné à la lumière. C'est ce qu'on appelle en termes médicaux la photophobie. Alors, s'il y a ça, s'il y a ces deux signes-là, eh bien, ça veut dire qu'il y a probablement une uvéite, que ce n'est pas une conjonctivite, mais qu'il y a vraiment une véritable inflammation de la chambre antérieure de l'œil. Et ça nécessite une consultation rapide chez un ophtalmologiste. La deuxième chose, et là, ça va plutôt traduire une inflammation de la partie postérieure de l'œil, et qui est la plus grave, parce que c'est là qu'il y a les cellules qui sont responsables de la vision, et le nerf optique qui conduit la vision. Donc ceux-là, ils doivent encore plus vous inquiéter, et il faut vraiment y prêter très attention. C'est si votre enfant dit qu'il voit flou, ou alors qu'il voit des mouches volantes, qu'il voit des choses qui flottent dans l'œil, ou qu'il a une vision déformée, ou tout simplement s'il dit qu'il ne voit pas bien. À ce moment-là, il faut vraiment s'inquiéter. Ou alors aussi s'il a des maux de tête très importants, inhabituels. Vous avez donné des traitements que vous donnez habituellement et il a toujours mal à la tête. Et dans ces cas-là, il faut absolument qu'il voie rapidement parce que autant une atteinte oculaire qui n'est pas traitée rapidement, elle peut conduire très rapidement à la cécité. Mais par contre, si on prend les choses très tôt, on a des médicaments qui sont très efficaces, et en particulier les biothérapies, qui vont permettre de diminuer très rapidement l'inflammation et d'éviter la survenue de la cécité. Donc potentiellement une complication très grave, mais si on prend les devants, qu'on reconnaît les symptômes très tôt et qu'on va rapidement voir un ophtalmo, eh bien à ce moment-là, on réduit le délai du diagnostic et surtout on réduit le délai de la prise en charge avec un traitement efficace. Alors, autre élément important et qui a un impact fonctionnel dans la maladie de Behçet, eh bien c'est l'atteinte neurologique, l'atteinte du système nerveux. Alors, il y a une grande question qu'on a souvent, est-ce que finalement l'atteinte neurologique, ça peut avoir un impact sur la scolarité de mon enfant? Alors, la réponse est oui. Mais on ne va pas baisser les bras et être très pessimiste. Il faut simplement que ces problèmes soient reconnus pour favoriser l'insertion scolaire. Donc les problèmes les plus fréquents, ce sont les maux de tête. On sait que beaucoup de nos patients ont mal à la tête et d'ailleurs, la plupart du temps, ce sont des maux de tête qui sont isolés sans qu'il y ait une atteinte neurologique objective, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un déficit que l'on voit ou si on fait un scanner, une IRM, on ne verra pas forcément d'anomalie, mais les maux de tête sont là et bien sûr, ça peut gêner la concentration, l'apprentissage, la mémoire, tout simplement parce qu'on a mal à la tête. Et donc ça, c'est important et c'est des choses qui doivent être signalées au niveau scolaire pour qu'un certain nombre d'aménagements puissent être faits. Les autres impacts que peut avoir la maladie de Behçet et l'atteinte neurologique, c'est plus d'anxiété, plus de tristesse, voire même peut-être un vrai état dépressif. Et s'il y a ça, un enfant qui n'a plus envie d'aller à l'école, qui a une chute des résultats scolaires, eh bien, il ne faut pas hésiter là aussi à consulter un professionnel pour reconnaître la dépression et la traiter spécifiquement.
Aussi, il y a d'autres douleurs, que moi j'appelle des douleurs inexplicables. C'est des enfants qui sont toujours fatigués, qui ont mal partout. Et là aussi, c'est pareil. Très souvent, quand on donne des médicaments pour la douleur strictement, ça ne marche pas bien. Mais une prise en charge adaptée, et en particulier de la rééducation fonctionnelle, refaire bouger l'enfant, ça peut améliorer le sommeil. Et également, parfois, un psychothérapeute, un hypnothérapeute, d'autres professionnels de santé peuvent aider à prendre en charge ces douleurs qui parfois ont un impact important là aussi sur la scolarité. Et puis, de manière plus rare, il peut y avoir un authentique déficit, si effectivement il y a une cécité ou s'il y a un déficit moteur ou un déficit sensitif, là aussi il y a besoin d'un accompagnement. Bien sûr, la scolarité est absolument nécessaire et indispensable et elle peut être faite avec l'accompagnement adapté. Donc là aussi, il y a besoin d'avoir un protocole d'accueil individualisé, parfois même l'intervention d'une AVS, mais encore, c'est quand même quelque chose qui est rare. Alors, j'ai ajouté là, effectivement, que quand il y a la moindre difficulté, n'hésitez pas à demander une évaluation objective des difficultés, parce que n'ayez pas peur de le faire, parce qu'au contraire, mieux ces difficultés seront évaluées et mieux votre enfant sera accompagné et pourra se situer dans un parcours de réussite scolaire et non d'échec. Donc, il ne vaut mieux pas cacher les choses, mais mieux les mettre en évidence pour mieux les accompagner. Alors, il y a une autre question que j'ai choisie, parce que c'est une question qu'on me pose souvent, c'est est-ce qu'on sait ce qui va provoquer les poussées de la maladie? Malheureusement non, on ne sait pas trop les anticiper. Mais moi, ce que je sais en tant que professionnelle, c'est que la plupart du temps, quand les enfants font une poussée, c'est qu'en général, ils ont interrompu leur traitement. Donc, il faut être extrêmement vigilant, en particulier vis-à-vis des adolescents, parce que on a tendance, quand on va mieux, à arrêter les traitements de fond. Ça, tout le monde le fait. Et quand on est sur des traitements préventifs, eh bien, le problème, c'est qu'on arrive après la bataille quand il y a une poussée. Donc, vraiment, il faut être très vigilant, accompagner son adolescent. Donc, même s'il n'a pas envie de parler de la maladie, on le sait, en tout cas, l'accompagner dans la prise des médicaments. Ce qui peut être utile, c'est d'avoir une sonnerie de rappel sur un téléphone, parce que ça, ils en ont tous. Utiliser un pilulier, surtout quand il y a beaucoup de médicaments, ça évite de se tromper, puis surtout, on sait si on l'a pris ou si on ne l'a pas pris. Et si vraiment il y a des difficultés, vous avez des difficultés de communication, eh bien, l'inviter à participer à un groupe de parole. Il y a des ateliers d'éducation thérapeutique du patient qui sont dédiés aux adolescents, parce que c'est souvent là où on a plus de difficultés pour l'observance du traitement. Et ça peut l'aider à ne pas se sentir seul et l'aider également à mieux prendre son traitement. Donc, pourquoi pas proposer ça? Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui est important. Et si votre enfant ne va pas bien, très souvent, c'est qu'il y a une interruption du traitement. Alors, autre question que j'ai choisie, c'est quand est-ce que je dois m'inquiéter, quand est-ce que je dois consulter rapidement? Parce que très souvent, à la première poussée, effectivement, il y a eu beaucoup de peur et les choses ont pu traîner aussi éventuellement, parce que ce n'est pas une maladie qui est tellement connue. Et donc, les parents ne savent plus trop comment se positionner et quand est-ce qu'ils doivent venir voir le médecin. Alors moi, j'ai choisi quelques situations qui vont vous aider à y voir clair. La première, c'est si votre enfant il a de la fièvre, et en particulier si la fièvre, elle dure, et que votre enfant il reçoit un traitement avec des médicaments qui vont modifier l'immunité. Parce que là, ça peut vouloir dire poussée de la maladie, complications, mais ça peut vouloir dire aussi infection, parce que les traitements qu'on leur donne vont baisser leur défense immunitaire. Donc, d'une manière générale, la fièvre, c'est quelque chose qui doit inciter à consulter rapidement. La deuxième chose, c'est les maux de tête, je dis inhabituels, parce que effectivement, c'est très souvent que les patients ont des douleurs à la tête, mais si effectivement ces maux de tête, ils prennent un rythme nocturne, par exemple que ça empêche votre enfant de dormir ou que ça le réveille la nuit, s'il y a des vomissements ou si votre enfant il dort anormalement, il est dans un état de somnolence ou de léthargie, là aussi il faut s'inquiéter parce que ça veut dire qu'il y a peut-être une complication neurologique importante et là il ne faut pas perdre de temps pour consulter, même venir aux urgences d'un hôpital. Les autres signes aussi qui doivent vous inquiéter, si visiblement il y a un déficit qui est en train de s'installer, si votre enfant a des difficultés à parler, s'il a du mal à bouger un membre, s'il a des vertiges, tout ça c'est des signes neurologiques objectifs qui disent qu'il faut absolument venir rapidement à l'hôpital. Également, s'il y a des troubles visuels, ce que je vous ai dit, s'il y a une vision floue, une vision déformée, des mouches volantes, ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et là, il faut voir un ophtalmologiste là aussi. Ce n'est pas toujours très facile de le voir rapidement. Donc parfois, de passer par l'hôpital, malheureusement par les urgences, ça peut permettre de le voir plus vite, parce que là aussi, je sais que ce n'est pas si simple que ça.
Autre chose qui doit vous inquiéter, c'est des douleurs à la poitrine, des difficultés à respirer, ou si votre enfant commence à tousser avec des crachats sanglants, ou s'il a du sang dans la bouche, mais ça je sais que vous vous inquiéterez, mais là aussi ça veut dire qu'il faut consulter très rapidement au niveau d'urgence, parce que ça veut pouvoir dire qu'il y a des complications cardiaques ou des complications au niveau des vaisseaux pulmonaires, et là aussi on ne peut pas attendre et il faut consulter très rapidement. Les autres éléments, c'est les troubles du comportement. Bon, pas tout dire que c'est parce qu'il est adolescent, parce que ça, bon, mais parce que le trouble du comportement, il peut être aussi une complication psychiatrique de la maladie ou associée ou non à une complication neurologique. Donc là, ça nécessite aussi de consulter rapidement. Et là, je l'ai mis parce que, bon, on est souvent, entre guillemets, je ne vais pas dire dérangé, on est là pour vous aider, mais les AFT, ce n'est pas une urgence. En tout cas, ce n'est pas une urgence absolue. Donc, ça peut être différé. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est mieux que vous ayez une ordonnance avec déjà ce que vous pouvez faire quand il y a des AFT, plutôt que de venir avec parfois aux urgences ou consulter des médecins qui parfois seront démunis parce qu'ils n'ont pas régulièrement ce genre de demande dans le cadre d'un B7. Donc, il faut avoir votre protocole et le suivre. Et uniquement si ça ne fonctionne pas ou si ça fait quelques jours que, effectivement, ce traitement, vous l'avez donné et que ça ne marche pas, nous contacter. Alors, autre chose que j'ai choisie, c'est comment parler de la maladie de B7 à l'école. Ce n'est pas si simple, ce n'est pas une maladie qui est très connue. Et en tout cas, pour le moment, on n'a pas beaucoup de documents spécifiques qui soient disponibles et à vous remettre. On y travaille, mais pour le moment, on ne les a pas. Donc, je pense que pour le moment, le principal outil qu'il faut utiliser, c'est le protocole d'accueil individualisé. Vous devez le demander au niveau de votre établissement. C'est un contrat donc, qui est établi entre l'école, le médecin traitant et la famille. Et ce PAI va permettre de mieux expliquer les absences scolaires, la fatigue, en particulier quand il faut participer à des activités sportives ou à des sorties qui pourraient être un petit peu où il faut beaucoup marcher, où il y a un engagement physique qui est important, ou alors sur des périodes d'examen et de contrôle, en particulier les examens nationaux, où parfois on peut être amené à justifier un tiers-temps. Ça peut également notifier les difficultés cognitives, donc les difficultés de compréhension, donc peut-être d'avoir plus facilement un soutien scolaire et puis être installé devant dans la classe, pas être derrière et près du radiateur parce que c'est pas là qu'on est en meilleure position pour pouvoir écouter ce que disent les enseignants. Également expliquer sur le protocole les traitements qui doivent être pris en classe, parce que parfois il y en a, et il faut que les enseignants soient au courant, et l'infirmerie scolaire, et également des traitements qui pourraient avoir des conséquences sur certaines activités. Par exemple, si votre enfant prend des anticoagulants, il est clair que certaines activités sportives ou des activités collectives possiblement traumatisantes, il puisse y avoir des aménagements dans ce sens-là. Et puis, il faut aussi qu'il y ait un protocole d'urgence au cas où il y a les symptômes que je vous ai dit, il puisse y avoir une réaction qui soit adaptée de la part de l'établissement, qui peut aller d'une prise de médicaments à une consultation en urgence. Et surtout pour les grands et pour les examens nationaux, qu'il y ait possibilité de tiers-temps quand il y a des difficultés cognitives qui sont avérées. Et puis, je le rappelle, le sport n'est absolument pas contre-indiqué, il est au contraire plutôt encouragé et on peut faire des aménagements. Il faut que ce soit du sport plaisir, bien entendu, pas du sport punition. Alors, le dernier point que je voulais envisager avec vous, c'est la continuité du suivi de l'enfant à l'adulte. C'est un point qui est un petit peu commun pour toutes les maladies dites chroniques et qui, bien sûr, vont évoluer possiblement toute la vie, puisque la prise en charge, en fonction de la vie, ça ne va pas être les mêmes professionnels, et donc on va passer de la pédiatrie à la médecine d'adulte. Alors c'est bien entendu une étape tout à fait critique, parce qu'on va changer totalement d'environnement. On va passer d'un environnement pédiatrique assez cocooning à un environnement adulte où, eh bien, cette fois-ci, le patient doit se prendre en charge tout seul, et c'est lui qui est le principal gestionnaire de sa maladie et de sa vie quotidienne. Alors bien sûr, ça nécessite une préparation. Cette préparation, elle est faite souvent en pédiatrie, dès l'âge de 14 ans, où on commence à parler effectivement de la transition et on essaye d'évaluer de manière progressive, eh bien, finalement, les acquis en termes de connaissances et d'autonomie vis-à-vis de la maladie.
Alors, ce qui est très compliqué dans la maladie de Behçet, bien sûr, c'est le côté très irrégulier et imprévisible des poussées. Et c'est vrai qu'en période de rémission, et plus la rémission va être longue, et plus parfois les enfants sont perdus de vue. Alors parfois, ils font leur dernière poussée à l'âge de 12 ans, et s'ils font la prochaine à 25 ans, il n'y a aucun suivi médical. Et ils se retrouvent là, perdus au milieu du système, ne sachant pas à qui s'adresser, à quel professionnel, et qui finalement va avoir la mémoire de tout ce qui s'est passé avant. Et donc tout ça, c'est pas bon du tout, et c'est pourquoi il est important de continuer à avoir un suivi, même quand on va bien, au minimum une fois par an, et qu'on puisse faire une transition de manière correcte, et voire même un transfert avec le praticien adulte qui sera identifié au cas où. Donc il ne faut absolument pas qu'il y ait une sortie du circuit médical. Et là aussi, ça peut être aidé, cette transition, et nous, on le propose aux enfants qui sont suivis dans le service. Ce sont des ateliers pour préparer à la transition et qui expliquent donc les différences entre la prise en charge adulte et la prise en charge pédiatrique, qui aident l'enfant, l'adolescent à avoir une checklist, qu'il n'oublie rien quand il va à la consultation, les questions qu'il a à préparer, qu'il soit sûr qu'il ait encore son 100% s'il y a lieu, qu'il ait tous ses médicaments, etc. Donc ça peut être tout à fait utile. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire et les petits messages que je voulais vous passer pour la maladie de Behçet pédiatrie. Bien entendu, je n'ai pas été exhaustive et finalement, à m'écouter, peut-être que vous aurez d'autres idées pour un prochain exposé. Je me permets de vous montrer quelques liens qui peuvent vous être utiles. Le premier lien, c'est l'association France Vascularite, qui est une association qui n'est pas simplement dédiée aux enfants, mais c'est une association de patients et de parents avec vascularite, et il y a un sous-groupe effectivement avec des enfants, et donc vous pourriez certainement avoir pas mal d'informations aussi concernant la maladie de Behçet. L'autre association que je vous ai donnée, ce n'est pas une association qui est dédiée spécifiquement à la maladie de Behçet, mais c'est par contre une association qui est dédiée aux enfants et adolescents avec une maladie inflammatoire chronique. Et là aussi, probablement, vous pourrez trouver du soutien, en particulier à l'école, en vie quotidienne. Et enfin, je vous ai mis le lien sur le réseau rhumatisme inflammatoire pédiatrique, qui est un réseau qui est dédié aux enfants et adolescents avec une maladie inflammatoire pédiatrique en Île-de-France. Ce réseau, donc vous avez le lien, il peut vraiment vous accompagner en vie scolaire, il peut vous permettre d'identifier des professionnels, qui sont des professionnels qui sont formés par le réseau, qui sont en connexion avec nous. Et il propose également des ateliers d'éducation thérapeutique pour la transition, mais également pour la gestion des traitements. Vous pouvez aller visiter le site, et c'est vraiment là aussi un soutien qui peut tout à fait vous être utile. Voilà, je vous remercie de votre attention en espérant que ce diaporama pourra vous servir en vie quotidienne.